Et sans plus tarder, Eric, je te laisse la parole et je te laisse animer cette session. Merci d'être là. Merci. Merci Stéphane. Je répondrai après, si vous voulez, à des questions plus sur mon parcours. Mais ce que je vous propose, et dites-moi hein, si vous m'entendez bien, mais ce que je vous propose, c'est d'organiser un peu la session en 3 temps. Donc, je vais prendre environ 15 minutes de vous décrire un petit peu ce que j'ai pu observer chez mes clients au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis. En termes de bonnes pratiques sur le travail à distance et notamment le travail à domicile. Ensuite, on ouvrira le micro pour qu'il y ait un débat et que chacun puisse partager ses propres expériences. Et à la fin, si on a le temps, et j'espère qu'on aura le temps, prendre 10 ou 15 minutes et de faire une mini session de coaching sur le feedback, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et que je considère absolument essentiel, notamment sur le travail à distance, mais je reviendrai. Donc voilà, là c'est un peu le menu de ce que je vous propose sur les prochaines 60 minutes. Donc, s'il y a un message principal que je souhaitais que chacun retienne et chacune retienne de cette présentation, c'est que heureusement ou malheureusement, il n'y a pas de réponse unique, de modèle unique sur le travail à distance et le travail à domicile. Et ça, quelle que soit l'industrie, quelle que soit l'organisation, et même au sein de l'organisation, il faut que chacun des leaders, chacun des managers sache se poser des questions et le courage d'avancer par tâtonnement, essayer, tester, ça marche pas, etc. et de changer. Donc vraiment, il y a une véritable approche sur ce travail à domicile et le travail à distance, de le faire véritablement par test. Malgré tout, ce que j'ai pu observer, comme je le disais auprès de mes clients et ma propre expérience, je travaille à distance maintenant depuis plusieurs années, puisque notre équipe est essentiellement basée en Europe. Et puisque j'ai pu, moi, observer au cours de mes années où j'ai été amené à diriger des sociétés dans le domaine des télécoms et des technologies, notamment quand j'étais à Londres, on avait des équipes à Bangkok, à Paris et aux États-Unis. Voilà, on a pu observer un certain nombre de bonnes pratiques. La première pratique, en tout cas, dans ce travail à domicile, et surtout ce qu'on a vraiment observé au cours de ces 8 derniers mois, c'est une véritable nécessité d'augmenter la communication orale et sa fréquence. Alors, ça ne veut pas dire plus de meetings, mais on a une tendance évidemment à multiplier les emails ou les messages sur Slack, et je vous recommanderais véritablement d'augmenter plutôt la communication orale avec plus d'appels, même si c'est des appels téléphoniques et pas des appels vidéo, de le faire vraiment de manière constante et assez régulière. Et je reviendrai sur cet aspect-là parce que ça a une conséquence très pratique sur la deuxième bonne pratique dans laquelle je vais commenter dans quelques secondes. Toujours dans cette nécessité d'augmenter la communication orale et sa fréquence, il y a maintenant aujourd'hui un certain nombre de rituels qui ont été mis en place et que je vois véritablement mis en place de manière assez constante ici aux États-Unis, mais je l'ai vu aussi en France et au Royaume-Uni. C'est les check-in quotidiens ou quasi quotidiens. Alors, ce que j'appelle un check-in, c'est vraiment en début de journée faire un appel avec tous les membres de mon équipe pendant 10 minutes, un quart d'heure. On ne parle pas nécessairement boulot. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de minutes. Le seul objectif, c'est véritablement de maintenir un peu cet esprit d'équipe qui, évidemment, une fois qu'on travaille à distance, a tendance à se désintégrer. Eh bien voilà, alors on peut, si l'on veut, demander à chacun, quand on fait un tour de table, de demander quelle est la priorité de la journée, mais pas nécessairement. Autre pratique aussi, toujours dans cet esprit de bonne pratique d'augmenter la communication orale et sa fréquence, c'est ce que font pas mal de managers et de leaders, c'est d'organiser ce qu'ils appellent une sorte de open door vidéo, c'est-à-dire open office vidéo, c'est-à-dire de planifier 1, 2 fois, 3 fois peut-être dans la semaine maximum, un créneau horaire d'une heure et demie, où ils sont connectés en vidéo et disponibles pour leurs équipes. Et donc, les équipes viennent se connecter. Il n'y a pas de rendez-vous qui est pris, c'est complètement informel.
juste pour avoir une conversation particulière. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple sur Zoom, quand vous ouvrez votre salle Zoom, vous recevez les différentes personnes qui arrivent, vous les autorisez. Donc, c'est assez facile à gérer et à mettre en place. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on le voit de plus en plus fréquent. Cette bonne pratique d'augmenter la communication orale et la fréquence a un impact très important sur cette deuxième pratique qui est être, pour surtout vous, leaders et managers de vos équipes, très attentifs sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle de vos collaborateurs et collaboratrices. Hein, ça, on l'a vu dans les journaux, il y a une explosion des burn-out depuis maintenant plus de 8 mois. Si vous observez les investissements qui sont faits aujourd'hui dans la Silicon Valley, la santé mentale est devenue le thème numéro un des investissements dans la Silicon Valley. Donc, c'est devenu vraiment un sujet essentiel. On sait bien qu'aujourd'hui, il est difficile de déconnecter, même avant le Covid, hein, à cause de ces petits devices. Mais aujourd'hui, effectivement, avec le Covid et quand on travaille à domicile, on n'a plus cette séparation physique qu'on avait. On quittait l'appartement, sa maison, pour aller travailler. Donc là, il y a, et vous l'avez pu le voir, un certain nombre de rituels également à mettre en place. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue à appliquer. Ça dépend beaucoup de chacun et de chacune d'entre nous. Hein. L'aspect personnalité de chacun de vos collaborateurs et collaboratrices est important. Si c'est un extraverti, un introverti, il réagira sur son burn-out ou sur sa façon de travailler à domicile de manière différente. Donc, il faut prendre ça en compte lorsque vous voulez mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques au sein de vos équipes. Ce qui est certain, c'est que vous, managers, vous, leaders, vous avez un rôle exemplaire. Donc, un certain nombre de vos collègues, par exemple, ont mis en place en fin de journée un message d'email automatique ou de Slack automatique en disant, ben voilà, je suis déconnecté, je ne lirai plus mes emails ou mes Slack après 18h ou 19h. Ce n'est pas simplement un élément qui est bénéficiaire pour vous, pour votre propre équilibre vie privée et professionnelle, mais c'est aussi un message que vous donnez à vos collaborateurs et à vos collaboratrices que je ne lirai pas vos emails après 18h, 19h. Donc, il n'est pas nécessaire, je n'attends pas de vous que vous travailliez après 18h ou 19h. Vraiment un message important. Maintenant, il y a, même s'il n'y a pas de modèle encore qui s'impose quand on travaille à domicile, c'est vrai qu'il faut conserver un certain nombre de règles, multiplier les breaks, ne pas hésiter à prendre des appels téléphoniques ou des appels vidéo dans n'importe quel environnement. C'est aujourd'hui maintenant très fréquent. Moi, je fais des fois des sessions de coaching en marchant avec mes clients. Voilà, donc on est tous les deux en marchant. Évidemment, la personne se trouve à San Francisco, moi je me trouve à Los Angeles. Autre chose, évidemment, c'est que quand on travaille à domicile, il y a des règles à définir, une sorte d'accord à définir avec les personnes de notre famille. Et c'est peut-être un petit peu ridicule, mais ça peut avoir quand même donné un message clair aux membres de notre famille, surtout si on travaille dans un bureau ou dans une salle un peu particulière de chez nous. C'est de dire, ben voilà, quand j'étais à mon bureau, vous essayez de me contacter par email ou par text message ou en me téléphonant, ben, continuez à faire la même chose, même si je suis à 10 mètres de chez vous. Hein, ne rentrez pas dans le bureau comme ça, ne frappez pas à la porte et tout. Faites comme si je suis loin. C'est un peu des règles un peu qui semblent un peu ridicules, mais qui sont aussi des messages importants à donner aux personnes avec qui on vit dans cette maison. Donc voilà, deuxième pratique, faites attention pour vous et pour vos collaborateurs et collaboratrices sur cet équilibre vie privée et vie professionnelle. Le troisième bonne pratique, fondamentale aussi, c'est une opportunité incroyable de se poser et de revoir l'ensemble des meetings de mon organisation. Faire simplement un copier-coller des meetings que j'avais auparavant et de les faire par vidéo serait, de mon point de vue, une erreur. Donc, il faut se poser et il faut même, le cas échéant, revoir ces processus de décision.
Et quand je me pose et quand je revois tous les meetings que j'avais physiquement et maintenant qu'est-ce que j'en fais, eh bien je me poserai face à chacun des meetings 4 questions. La première question que je me poserai, c'est est-ce que ce meeting est utile? On a tendance à avoir des meetings dans nos agendas depuis 2 ans, depuis 3 ans, surtout lorsqu'on a joint une société. On y va parce qu'on veut apprendre plein d'informations sur ce qui se passe dans cette société. 3 ans après, est-ce que c'est encore nécessaire pour moi d'y aller? Est-ce que ce meeting est encore vraiment nécessaire? Et si moi, mon équipe technique a besoin d'être représentant, est-ce que moi, le leader de cette équipe technique, j'ai besoin d'y être? C'est peut-être une opportunité pour moi de donner plus de responsabilité à une collaboratrice ou un collaborateur et d'envoyer cette personne. Savoir dire non à des meetings est un élément important sur la gestion du temps. Et on pourra faire une prochaine session sur la gestion du temps, puisque c'est aujourd'hui, je considère, une sorte d'éléments tellement précieux à gérer qu'il faut être très stratégique sur cette gestion du temps. Donc, savoir dire non est un élément essentiel. Maintenant, si le meeting est nécessaire, très important de voir qui participe à ce meeting. Et si certaines personnes qui participaient à ce meeting, qui se tenaient physiquement, contribuaient peu, compte tenu de leur personnalité, il est plus que probable que si ce meeting se tient par vidéo, elles participeront encore moins. Est-ce que c'est vraiment ça ce qu'on veut tirer de ce meeting? Il est peut-être plus productif et plus intéressant de se dire, bah, finalement, on ne va pas faire ce meeting ni physiquement ni vidéo, on va faire simplement un échange par email ou un échange sur Slack, peut-être avec un temps limité, 4 heures de conversation par email ou 8 heures de conversation par email. Alors on peut se dire, bah, attends, on va passer 8 heures à échanger par email, ce n'est pas très efficace par rapport à 1 heure de réunion. Oui, mais si je me suis assuré, grâce à cet échange par écrit, que tout le monde contribue à la conversation au meeting, eh bien, le meeting sera plus productif. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous poser cette question-là. Troisième question, par la nature, et il est peu probable que les choses changent même après le déploiement des vaccins, il y aura moins de meetings physiques. Il y aura moins de meetings face à face. Donc la question qu'il faut se poser maintenant, c'est si j'ai moins de meetings physiques, quels sont ceux que je vais faire physiquement? Eh bien, je vais me dire, ce sont les meetings qui doivent me permettre de renforcer l'esprit d'équipe. Et pour renforcer l'équipe d'équipe, ce n'est certainement pas une revue des OKR ou des KPI, c'est souvent des réunions de brainstorming. Et pourquoi pas que les quelques meetings physiques que je souhaite maintenir dans l'agenda, c'est plutôt des meetings de célébration d'un nouveau client, d'un nouveau contrat, et peut-être simplement quelque chose de complètement convivial et ludique. Ce qui devient rare, j'essaye de le privilégier maintenant sur le renforcement de l'esprit d'équipe. Quatrième question, donc maintenant, oui, je veux que ce meeting soit maintenu. C'est OK d'avoir ce meeting par vidéo. Comment je fais pour que ce meeting vidéo soit le plus productif possible? Chose que je ne vais surtout pas vous apprendre, c'est de savoir qu'aujourd'hui, le nombre d'applications qui permettent de rendre ces meetings plus productifs explose. Utilisez-les. Il y a une chose que j'utilise parfois de manière, je trouve, très simple. Je crois que Zoom maintenant le fait, mais en tout cas, c'est Teams de Microsoft le fait vraiment très bien. C'est ce qu'ils appellent les break-up rooms. C'est-à-dire que si vous avez un meeting de 2 heures avec une vingtaine de personnes, eh bien, n'hésitez pas à faire de ce meeting des sous-meetings de 3 ou 4 personnes. Tout ça est géré sur un plan technologique par Teams de manière très simple, très efficace. Et après, au bout d'une demi-heure, les gens se retrouvent en séance plénière pour expliquer quels sont les groupes de travail sur lesquels ils ont abouti à certains résultats, etc. Donc, sachez utiliser toutes ces technologies qui existent. Alors, je vais redonner quelques bonnes pratiques sur les meetings vidéo. Vous avez pu lire beaucoup d'articles, mais c'est vrai que c'est des choses qui fonctionnent bien. N'hésitez pas à commencer à ouvrir le meeting 5-10 minutes avant, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, ce qui nous a permis d'avoir des petites conversations informelles avant que le meeting ne commence.
Sachez que si jamais il y a des personnes que vous ne connaissez pas dans ce meeting, quand vous faites un tour de table, faites ce que ici dans les pays anglo-saxons on appelle les icebreakers, c'est-à-dire que chacun puisse partager quelque chose de particulier, de rigolo, d'insolite sur soi, etc. Voilà. Sachez que vous avez la possibilité de faire des partages d'écran où vous pouvez mettre les minutes de vos meetings, etc., live. Donc, c'est comme ça, chacun peut voir quelles sont les décisions qui sont prises et on n'a pas besoin de revoir les minutes après le meeting, etc. Comme ça, on peut gagner un peu de temps. Donc voilà, cette troisième bonne pratique de revoir l'ensemble des meetings sans tabou, vraiment se poser des questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ces meetings et comment les faire de manière les plus efficaces possible? C'est quelque chose de simple que de toute façon, je recommandais à mes clients avant le Covid. Donc, faites-le maintenant plus que jamais. Enfin, quatrième et dernière pratique, c'est quelque chose ce que j'expliquais tout à l'heure me tenait beaucoup à cœur, c'est de multiplier le feedback auprès de vos équipes constamment. Feedback positif et feedback constructif, pour ne pas dire négatif. Ce sont ces conversations difficiles que parfois on hésite à faire, parfois on retarde, etc. Il est indispensable de les faire de manière encore plus fréquente. Le Covid, ce qu'ils ont observé au cours de ces 8 derniers mois, a été une explosion de l'incertitude. Alors, incertitude sanitaire, économique, sociale, etc. Mais au-delà de ces incertitudes, se rajoute une autre incertitude quand on travaille à distance. C'est qu'on se fabrique des histoires. Hein, je suis manager, ça fait 2 fois que j'appelle ce collaborateur, il ne répond pas, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est vraiment devant son écran? Est-ce que vraiment il travaille, etc. Et ce n'est pas que dans ce sens-là. Je suis moi la collaboratrice Caroline. Avant, j'étais assise à côté de mon manager. On discutait d'un certain nombre de sujets régulièrement. On prenait des décisions ensemble sur un projet, sur un client, sur un développement. Maintenant, on est à distance. Je vois que mon manager prend ses décisions sans m'impliquer. Pourquoi? Est-ce que je suis exclu? Est-ce qu'il ne me fait plus confiance? Est-ce qu'elle ne me fait plus confiance? Etc. Toutes ces questions, on se les pose constamment. Et on commence à essayer de prendre des hypothèses sur les intentions des uns et des autres. Et ceci, non seulement crée encore plus d'incertitude dans un monde déjà très incertain, mais a tendance à accélérer les situations de burn-out, puisque ça augmente le stress, ça augmente les inquiétudes et les insécurités. La seule façon de combattre ça, c'est de multiplier les feedbacks et de donner du feedback constamment. Une façon de se poser la question, est-ce que j'ai donné suffisamment de feedback à tel ou tel? C'est si je devais faire une revue de performance avec cette personne, est-ce que si je lui donnais un commentaire sur sa performance au cours des 3 derniers mois, du mois ou de la semaine, est-ce qu'il y aurait une surprise pour elle ou pour lui? Si dans ces revues de performance imaginées, virtuelles que vous avez dans votre tête, eh bien, il n'y a aucune surprise, ni bonne ni mauvaise, c'est que vous avez fait votre job de donner du feedback. Voilà, c'était ces quelques bonnes pratiques que je voulais partager avec vous, que j'ai pu observer au cours de ces 8 derniers mois appliquées chez un certain nombre de mes clients. Une fois encore, à vous de trouver exactement ce dont vous avez besoin pour votre équipe par tâtonnement, en testant. Et n'hésitez pas à tester, revoir, tester, demander du feedback à vos collaborateurs et collaboratrices sur comment ils ressentent cette nouvelle façon de travailler constamment. Ayez constamment ce dialogue. Je vais me taire et je vais maintenant demander à ce qu'on puisse engager maintenant un débat et avoir des questions et puis des échanges sur vos propres expériences. Qui se lance?
Moi, j'ai peut-être une question. Est-ce que il y a, enfin, j'ai bien entendu Robin Nicolet, pardon, je me présente peut-être CTO d'une boîte qui s'appelle Supermood. J'ai une question parce que au tout début, vous disiez que c'est important d'augmenter la communication, sa fréquence, se parler, se voir, etc. Et puis après, vous dites aussi, bah, il faut un peu réduire les meetings et puis typiquement peut-être organiser des meetings via Slack et via email. Je suis pas sûr. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'il y a une contradiction. Comment on trace la ligne un peu entre les deux? Alors, quand je parle de merci pour la question, Robin. Donc, quand je parle de communication fréquente, c'est des appels téléphoniques ou des calls de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Quand on a tendance à envoyer des emails, voilà, j'ai une question à poser, je t'envoie un email, ou je t'envoie un Slack, etc. J'aurais tendance, ça ne veut pas dire que je le fais systématiquement sur les 50 emails ou les 100 messages Slack que je fais, le faire à chaque fois, mais je fais tendance, si surtout je n'ai pas parlé à la personne, c'est de m'obliger à prendre mon téléphone ou faire un petit call. Voilà, donc ça, c'est cette fréquence de dialogue pour s'entendre. C'est d'abord pour vous, leader, de se dire comment est la personne. Voilà, et donc je prends le pouls quotidiennement sur mes équipes en leur parlant, pas simplement en échangeant sur Slack ou par email. Voilà, maintenant, quand je parle de meetings et de revoir les meetings, c'est les meetings qu'on organise dans notre agenda, revue de projet, revue d'OKR, revue de ceci, les one-on-one et autres, eh bien, se poser des questions sur la tenue de ces meetings qui durent 1 heure et demie, 2 heures. Moi, je sais que déjà, 1 heure et demie ou 2 heures de meeting face à face, ça me pose un vrai problème. Alors, 2 heures par vidéo, pour moi, c'est impossible. Donc, voilà, il faut remettre en cause ces tabous. Je ne sais pas si j'ai clarifié mon point. Ouais, très clair, très clair. Moi, j'ai une question. Je suis confrontée parce qu'en fait, sur cette partie de communication assez fréquente et de check-in quotidien, on a un point quotidien, par exemple l'équipe, et on a toujours un peu 2 personnes qui viennent pas à ce point quotidien. Et je ne sais pas comment faire malgré le fait qu'on aurait dit plusieurs fois que c'était vraiment important qu'ils viennent, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même des générations assez différentes en termes d'âge, et que moi, je constate en fait que les personnes, on va dire, plus de mon âge, plus âgées, on va dire, sont plus assidus voilà, à respecter un certain formalisme, et que les jeunes générations, moins en fait. Et j'arrive pas en tant que manager à les embarquer voilà, sur une régularité et un horaire, et surtout matinal. Alors, est-ce qu'il faut décaler à plus tard? Enfin, je sais pas si vous avez déjà été confronté à ça dans vos équipes. Alors, je sais pas si est-ce que y a quelqu'un qui voudrait répondre alors? Oui, je peux faire une rapide intervention. Après, je ne sais pas si ça s'adaptera exactement à la situation Guilor. Moi, c'est arrivé, en fait, pas tant d'un point de vue générationnel, mais où j'ai des développeurs qui avaient du mal à voir l'intérêt de se parler. Alors ça, pour le coup, que ça soit pendant le confinement ou même avant, dès qu'on parle de stand-up meeting, etc., qui ne voient pas bien l'intérêt. Moi, c'est des ressources, c'est des gens que j'ai réussi à rattraper en positionnant vraiment le rôle d'acteur pendant cette réunion-là. C'est-à-dire que en faisant que cette réunion du matin soit la seule réunion où on diffuse vraiment de l'information. J'avais auparavant peut-être l'habitude de partager cette information-là, de la doublonner par un écrit, etc. Bon, bah, les personnes qui ne viennent pas à cette réunion-là, faut qu'il y ait un vrai bénéfice ou une vraie perte à être à cette réunion. Et le fait que chacun présente son travail à cette réunion-là, donc donner un rôle d'acteur à ceux qui viennent assister, et surtout donner à la réunion un rôle prépondérant en disant c'est vraiment l'endroit où on s'échange l'information. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à rattraper le coup. Après, on ne les transforme pas du jour au lendemain en acteurs. Faut leur faire présenter des choses, il faut les remettre un petit peu, et puis de temps en temps, il y a effectivement, c'est un signe de désaffection de l'entreprise, de non-rattachement à l'entreprise. Pendant le confinement, moi, j'ai un exemple d'une personne qui a commencé à y assister, qui petit à petit a commencé à couper sa caméra, puis qui n'est plus venu. Bon, ben là, comme l'évoquait Eric, on l'a vu, c'était un bon début de burn-out. Et on s'est un peu relayé à passer des coups de fil dans la journée,
voire même on a, enfin, c'est peu à encourager dans son entreprise, mais on a fait des Skype-péros directement avec d'équipe par équipe. On parlait de qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix, c'est quoi la musique que vous écoutez. Volontairement, on se parlait pendant 3/4 d'heure de tout sauf du travail pour en arriver à un moment à identifier ceux pour qui le confinement ça se passait pas bien et éventuellement revenir un peu plus tard. On a eu des concours de chacun prend son bureau de confinement en photo, et etc., etc. Donc c'est beaucoup d'animation. Moi, j'ai ressorti mon BAFA à l'occasion, mais ça s'est beaucoup passé comme ça. Merci Fred. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter j'aimerais quelque rebondir chose sur ça. 2 points. Premièrement, Eric, ton micro fait beaucoup d'écho. Donc, je pense que ça importune pas mal de monde. Donc, quand d'autres personnes parlent, je te recommande de le couper. Nickel. Deuxième point, effectivement, Fred, on n'a pas ce problème de burn-out en interne parce qu'on est une petite équipe de 7 personnes. Donc, concrètement, on prend soin des gens et on voit vite ce qui se passe. C'est un peu une petite famille. Par contre, ce qu'on a fait très vite avec le Covid, c'est que on a un fonctionnement tous les lundis matins, on fait un point général avec toute la boîte à 9h30 pendant environ 1 heure. Et à ce point-là, on discute de tout ce qu'on a fait le week-end, chacun prend la parole, etc. On fait un tour de table de tout le monde sur les activités du week-end, les tâches qui vont arriver cette semaine, les tâches qui ont été réalisées la semaine dernière, etc., etc. Ça permet un peu à tout le monde de se synchroniser et en même temps de discuter un peu de tout et rien au début et ensuite passer un peu plus sur un truc plus pro. Et ce qu'on fait à ce niveau-là, c'est que chaque semaine, la personne qui anime ce meeting tourne. Et quand on a mis ça en place, c'est nous les fondateurs qui avons commencé par animer. Et ensuite, on a mis les stagiaires, on a mis les alternants, on a mis les employés en tant qu'animateurs de ce meeting, avec 2 rôles principaux, le rôle d'animateur et le rôle de scribe, pour la prise de notes, etc. Et faire justement un compte-rendu à tous les gens qui ne sont pas toujours présents, parce qu'on a des alternants qui ne peuvent pas être là, ils ont cours, tout simplement. Donc, ça rejoint ce que tu dis sur le fait de responsabiliser un peu les gens. Et ça marche très bien parce que on n'a personne qui vient pas au meeting, quoi. Ça n'arrive pas. Et notre population est constituée uniquement de personnes entre 20 et 25 ans, hors fondateur. Merci pour ce commentaire. Il y a 2 choses que je retiendrai des commentaires. C'est effectivement, se dire est-ce que ce ne sont pas des indicateurs de situation de burn-out de ces 2 personnes. Et donc, il faut vraiment essayer de les joindre, de les appeler directement en one-on-one pour voir comment ça se passe. La deuxième chose, c'est une question que j'aimerais te poser, Laure, c'est de te dire à quel point c'est important pour toi d'avoir toutes tes équipes, tous les membres de ton équipe qui joignent ce meeting à 8 heures, ou je ne sais plus à quelle heure c'est. De 1 à 10. 1, finalement, ce n'est pas très important. 10, c'est super important. Tu es en mute, Laure. Voilà, vous m'entendez là. Donc oui, pour moi, c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est d'essayer d'avoir cet esprit d'équipe et le fait que ça soit toujours ces 2 mêmes personnes qui viennent pas, du coup, je trouve qu'elles s'excluent. Enfin, et il y a pas ce partage alors qu'il y a avec tous les autres un échange qui se passe. Voilà, on se raconte aussi pas seulement que les choses de boulot comme tu disais. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, ces 2 personnes se sortent un peu de l'équipe. Alors, après, nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, ces 2 personnes-là sont des prestataires, donc peut-être qu'elles se sentent effectivement, comme tu disais, en insécurité ou en danger, ne sachant pas ce qui va se passer dans les mois ou à venir. Voilà, suite au fait que voilà, on va peut-être se séparer d'un certain nombre de prestataires, donc du coup, ils sont peut-être moins investis. C'est peut-être aussi ça. Mais moi, ça me gêne dans le sens où elle se détache de cet esprit d'équipe. J'ai une seconde question, Laure.
quelle est la conséquence, ou quelles sont les conséquences pour ces deux personnes de ne pas assister à ce meeting? Si je leur pose la question, je leur dis, bah voilà, vous n'assistez pas à ce meeting quotidien, qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Moi, je sais pas comment le. Enfin, j'ai essayé de le faire ce point avec eux en direct. Je sais pas, je sens plus une espèce d'indifférence en fait. Donc, j'ai pas une réponse claire à apporter à ça. Bonsoir, je me demande finalement si ce n'est pas juste une question de motivation. Mm, C'est l'axe de la motivation qu'il faudra travailler. exactement. C'est une idée. Si je puis me Il permettre. y a deux axes. Il y a effectivement l'axe de la motivation, et puis c'est les aider à bien comprendre à quel point ce meeting est important pour toi, Laure, et deux, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là si chaque jour elles ne participent pas? Ah oui, à un moment donné, oui, il peut y avoir une sanction, on est d'accord. Moi, si je puis me permettre d'intervenir, je ne peux pas mettre ma caméra, ma connexion est trop faible, mais je ne pense pas que ce soit le meeting qui soit important, c'est la relation. Donc, et la relation, c'est mettre l'humain au centre. Et là, ils sont exclus, et plus ça va, plus on leur dit le meeting est important. Un meeting est important, non. Un meeting n'est jamais réellement important. Ce qui est important, c'est ce qu'on y fait dedans, et c'est la relation qu'on y crée. Et je pense que si on leur dit on a besoin de vous entendre, on a envie de partager avec vous, et qu'on parle d'eux et qu'on leur parle à eux, je pense que c'est beaucoup plus constructeur pour les attirer dans le meeting que de leur dire le meeting est important. Ben, prouve-moi que ton meeting est important. Et tant que tu n'as pas prouvé, ben, tu n'as personne qui vient. Donc pour les ramener, il faut les ramener par eux, mais pas par le meeting. Moi, si je peux me permettre, ma petite contribution à l'édifice, moi je travaille chez Chanel. On a une population qui est majoritairement de cadres et il y a un point qui a été mis en place le matin. Et je peux répondre aussi pour ces personnes qui ne viennent pas parce que, honnêtement, j'en fais partie. Moi, je n'en ressens pas le besoin. Et en fait, on est des cadres, on a beaucoup de boulot et on nous dit il y a une demi-heure de matin d'échange. Je suis désolé, moi, c'est un échange avec les gens du boulot. Si je veux un échange, je préfère avoir des échanges personnels avec des gens autour de moi. De toute façon, j'ai déjà 9 heures de réunion par jour et c'est le cas de la plupart d'entre nous. Et en fait, je ne ressens pas le besoin de parler du confinement. Moi, je le vis bien, en fait. Je le vis pas si mal que ça. Donc, il y a des gens qui vont et des gens qui vont pas. Je ne comprends pas pourquoi on obligerait les gens à y aller. Tout le monde n'en ressent pas le besoin. Ça, il faut bien l'avoir en tête. D'accord, merci. Si je peux reboucler là-dessus, tous les trucs du genre le point hebdomadaire avec les fondateurs qui parlent de ce qui se passe dans la société, des avancées, des contrats qu'on a signés, des sales, des trucs comme ça. La réalité, c'est qu'on peut être dans une startup où tout le monde est super motivé, super intéressé, et puis on peut être dans une startup où il y a 3-4 personnes qui s'en foutent complètement, qui sont là pour travailler, qui aiment bien ce qu'elles font, qui sont agréables au quotidien, et c'est pas un problème. Enfin, moi, tous les gens avec qui je travaille, c'est pas mes potes, et ça me dérange pas. Il y a qu'avec les autres fondateurs, on s'entend plus et qu'on arrête de faire des réunions et des points, ça serait un vrai problème. Mais il y a des gens qui viennent, c'est pas grave, quoi. C'est typiquement des prestataires qui sont juste là pour nous pondre 3 features et partir. Faut pas qu'ils soient désagréables, mais s'ils veulent pas venir au point team building, tant pis, quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas trop, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et puis en fait, on peut être potes, mais on n'a pas forcément envie d'être potes à 9 h du matin. En plus, il y a des gens qui sont pas du matin, hein. Moi, franchement, quand j'ai pas bu 3 cafés, j'ai pas envie de discuter avec des gens. Et, en fait, c'est juste on n'est pas sur un même rythme. Et enfin, ça devrait pas être obligatoire. Par contre, il y a des gens qui en ont besoin. Ça, je suis d'accord. Il faut l'organiser pour eux, mais tout le monde n'en a pas besoin. Par contre, juste, et ça, c'était une question que j'avais. Il y a des gens avec qui j'ai besoin de faire un one-on-one tous les jours parce que j'ai besoin de suivre ce qu'ils font. Parce que, 1, je dois savoir, et que 2, j'ai besoin de les encadrer. Et là, on va avoir 2 personnes qui vont rentrer ce mois-ci qui sont vraiment super juniors. C'est 2 alternants. Bon, c'est une 4e année d'école d'ingé, donc c'est pas, ils ont déjà un peu codé, quoi. Mais bon, j'imagine que ça ne va pas s'encadrer pareil. Donc, je voulais avoir un retour de la part de gens. Comment est-ce qu'on gère en distanciel des gens? J'ai déjà encadré des vrais juniors comme ça, hein, des alternants, des stagiaires. Mais j'ai toujours été à côté. Là, je ne vais pas être à côté et je m'aperçois bien que quand il faut que j'encadre des gens qui démarrent,
ils viennent me poser une question tous les quarts d'heure, quoi. Et s'ils viennent me déranger tous les quarts d'heure sur Zoom, ça va pas le faire. Nous, ce qu'on a mis en place, et c'était avant le confinement, c'est qu'on a un guide d'intégration qui est extrêmement complet. Donc, tout ce que j'ai pas envie de répéter, parce que je suis aussi donc CTO, donc je m'occupe de gens techniques, développeurs, etc. Tout ce que j'ai pas envie de répéter, je l'écris. Je l'écris et j'essaie de garder cette documentation à jour. Et c'est pas uniquement sur la technique, c'est sur tout le fonctionnement de la boîte. Alors, ça demande beaucoup de temps et de maintenir ça et de l'écrire la première fois. Par contre, quand quelqu'un arrive dans la boîte, typiquement des alternants, c'était le cas il y a 2 mois, on a eu 2 alternants commerciaux qui sont venus. La première semaine, ils n'ont pas bossé du tout. Ils ont fait que lire de la doc, prendre connaissance de contenu, de ressources en interne, et à la fin de la première semaine, commencer à discuter avec leur manager sur la partie sales, comment ça s'opère, avec Salesforce, etc., etc., etc. Je pense que si on veut pas être dérangé, il faut que les choses soient claires et que tout ce qui est un peu induit, parce qu'on se dit les choses à l'oral et on les écrit jamais, c'est assez mauvais et ça pose ce genre de problème de bah j'ai des questions et j'ai pas les réponses et j'ai pas moyen de trouver ces réponses sans demander à quelqu'un. Si on fournit des moyens de trouver des réponses sans venir me demander, alors la personne a une solution pour trouver tout seul. Et après, ça dépend est-ce qu'il y a ce moyen en place dans la boîte ou pas. Et s'il n'est pas, il faut le créer. Et ça prend du temps. On a un peu la même démarche en fait pour nous. On a vu le coup venir, du coup on a beaucoup insisté sur la partie documentation. Après, pour les gens qui se disent trop de documentation, ça tue de la documentation, on a une autre approche et on se dit quand on a une question, c'est à la personne qui a posé la question de faire de la documentation avec la réponse. C'est top ça. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que l'onboarding et tout ce qui est jeune, c'est un peu compliqué. Là, il y a un autre point qui est super important et qu'on n'a pas encore évoqué dans cette réunion, c'est les différents moyens de communication. Parce que Fabien, tu disais que tu veux pas qu'on vienne te déranger tous les quarts d'heure sur Zoom. Est-ce que la personne qui a te posé une question, elle a besoin d'avoir une réponse immédiate? Parce que le problème des équipes qui utilisent Slack et uniquement Slack, c'est que Slack, c'est un moyen de communication pseudo-synchrone. Pour faire court, on a 3 modes de communication qui sont très différents. On a le synchrone, qui est là maintenant ce qu'on fait. Je prends votre temps, vous prenez le mien. Il n'y a pas moyen. On est en train de communiquer en direct. Et je ne peux pas me permettre de faire autre chose en même temps. C'est pas possible. Il y a le pseudo-synchrone qui est du Slack, où en gros, j'envoie une notification qui, en fonction des canaux, privé, pas privé, team, etc., c'est plus ou moins urgent. Et après, il y a la communication qui est vraiment asynchrone. Et typiquement, nous, pour la communication asynchrone, on utilise Asana, qui est un peu comme Trello, mais en beaucoup mieux pour les équipes, je trouve, qui permet de poser des questions et de communiquer sur tout plein de sujets. Et je ping mes associés et mes collaborateurs toute la journée sur Asana dès que j'ai des remarques ou des questions à faire, mais ces notifications, ils ne les reçoivent pas. Ils ont une inbox qu'ils peuvent regarder quand ils veulent, mais ils n'ont pas de notification qui viennent leur dire on t'a envoyé un nouveau message. Et du coup, ils traitent cette information quand ils veulent ou quand ils peuvent traiter cette information. Et ça, c'est super important pour établir une communication qui évite d'être chronophage et qui n'a pas lieu d'être chronophage parce qu'il n'y a pas d'urgence. La communication vraiment urgente, c'est le téléphone. C'est le téléphone. Si j'ai vraiment quelque chose ultra urgent à dire à quelqu'un, je dois l'appeler. Là, après, et c'est le message privé sur Slack. Et le message privé sur Slack, même maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout aussi efficace que ce que je pensais. Il y a plein de gens qui ne voient pas leur message privé sur Slack. Et même moi, cette semaine, j'ai désactivé toutes mes notifications parce que j'en pouvais plus. J'ai tout coupé, tous les sons de Slack. Et je lis beaucoup mieux maintenant. Mais voilà, il faut vraiment être conscient qu'il y a différents moyens de communication et priorités. Il faut mettre un moyen par priorité. Et ça, dans la boîte, on éduque les nouvelles personnes avec ce fonctionnement-là directement à la première semaine d'intégration. Et ça change beaucoup de choses sur la qualité de la communication. Moi, si je peux me permettre d'intervenir vite fait là-dessus aussi, je pense que la priorité, c'est un mot assez intéressant.
Je demande à mes équipes qui sont, alors pour le coup, je reviens un petit peu, je fais de l'outsourcing offshore, mes équipes sont au Vietnam. Donc on est vraiment dans le remote, et moi là je suis en France actuellement. Je leur demande, quand ils souhaitent me poser des questions, notamment pour les jeunes, l'onboarding des jeunes, de prioriser leurs questions. En fait, de me dire si c'est urgent ou pas. Et le fait de rien que le fait d'écrire si c'est urgent ou pas en début de phrase sur Slack, finalement, ça les oblige à réfléchir à est-ce que ça vaut le coup que je dérange ou est-ce que je peux regarder sur Google? Est-ce que je peux chercher par moi-même 5 minutes? Est-ce que je suis bloqué ou pas bloqué? Et l'idée, c'est de dire, si vous êtes bloqué naturellement, vous me demandez. L'idée, c'est pas que vous soyez bloqué pendant une demi-journée et que vous ne trouvez pas de solution. Par contre, avant de me déranger, posez-vous la question de est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que vous devez me demander à moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas peut-être une recherche à faire d'abord de votre côté avant de poser la question? Je rajoute un petit ajout, mais dans le même sens que Pierre-Emmanuel l'évoquait, mais aussi de ce que Eric évoquait aussi tout à l'heure plus tôt. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est effectivement en fin de demi-journée. Donc, ça commence à 11h30 ou ça commence à 17h30. Les leads lèvent la tête de leur ordi et se mettent à disposition des autres. Donc, peuvent être joints à n'importe quel moment. C'est des moments qui sont sanctuarisés où si des gens ont des questions, alors moi, personnellement, j'en profite pour faire ma paperasse. Et si des gens ont des questions particulières, ils peuvent popper, venir poser leurs questions, etc. etc. Ça ne les empêche pas quand ils ont quelque chose de critique et d'urgent. On en revient à ce qu'on évoquait sur le sens de priorité, de nous interrompre en plein milieu de la journée sans respecter ces horaires-là. En revanche, à partir de 11h30, à partir de 17h30, ils peuvent popper, venir poser des questions et on traite à la volée, justement pour éviter que ça parte dans tous les sens pendant trop longtemps, ça évite la résilience, quoi. Voilà. Merci. Merci pour ces échanges. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres observations, d'autres bonnes pratiques? Je vois une question, comment vous célébrez les victoires? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? J'ai proposé, alors je sais pas comment vous faites vous dans vos équipes. Moi, j'ai des équipes un petit peu partout dans le monde. Enfin, je suis localisé aussi aux US, mais j'ai des équipes en Europe, en Russie, en France, un peu partout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui est plutôt culturel US où effectivement, il faut vraiment aider et pousser les gens, leur dire qu'ils ont bien travaillé, quitte à forcer le trait. Et c'est vrai que ce qu'on appelle les weekly wins ou les petites victoires, c'est quelque chose qui est assez apprécié ici. Et je me demandais du coup, justement, avec le confinement, comment est-ce que vous faites pour les célébrer? Parce que normalement, quand c'est au bureau, on peut faire par exemple le vendredi ou un happy hour, ou on peut faire ce qu'on veut. Mais à distance, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai posté plusieurs façons de faire. J'en ai testé plusieurs. Alors, je ne sais pas si vous aviez des retours d'expérience ou des idées de votre côté. Moi, je peux y aller. Petit truc que j'ai fait cette semaine, comme on a fait pas mal de trucs assez cool au cours des semaines dernières, j'ai dit à tout le monde, on se retrouve demain matin pour un petit déj. Donc, prenez le temps, prenez 20 minutes, allez vous acheter un pain au chocolat, préparez-vous un café, et puis on se retrouve juste tous ensemble. Et puis, moi, j'ai profité de ce moment pour leur dire merci, bravo, c'est cool, et puis qu'on s'arrête 5 minutes et qu'on se félicite, quoi. Tout en passant un petit moment où on parlait un peu de nos vies et tout ça. Et puis, je pense que ça a été plutôt bien reçu. Donc, truc très informel, très simple, mais assez efficace, je pense. Et puis ça, faire livrer des pains au choc aux gens, ou je sais pas quoi, parce qu'on peut pas amener le sac de pain au chocolat, donc c'est un peu compliqué. Faire livrer, etc., ça peut être aussi un peu compliqué d'un point de vue logistique. Donc j'ai dit juste, allez vous acheter un truc, et puis voilà. Et je pense que voilà, c'était pas mal. Nous, on a fait quelque chose de similaire également. Typiquement, les 2 alternants en commerce qui ont chopé leur premier deal le même jour. Le soir même, on leur a dit, ce soir, on se fait un petit apéro avec toute la team à 17h30, 18h, quelque chose comme ça. Puis voilà, ça a duré une petite demi-heure et on les a félicités sur ça. C'était cool. Ça les met en valeur un peu auprès de tout le monde. Ça marque un peu le coup et c'est sympa. De manière plus récurrente, ce qu'on fait tous les lundis matins, c'est que quand on fait le point sur la semaine, les tâches qui sont à venir, etc.,
on parle aussi de tous les fails de la semaine dernière et tous les succès de la semaine dernière. Donc c'est là où on évoque les gros échecs, l'associé qui envoie le lien au client avec la mauvaise vidéo YouTube de la musique de Shakira, par exemple, ou justement le super succès d'un client qui migre sur une nouvelle version et qui a adoré la nouvelle version. Voilà. On l'évoque et voilà, c'est fait comme ça, de manière assez informelle. Une chance. Voilà. Il y a ce que j'ai pu observer chez certains de nos clients, alors il faut être plutôt sur les mêmes zones horaires, c'est avoir des activités. On a une chorégraphie, Stéphane nous dit. Je vais faire que je retrouve mon sérieux maintenant. Qui ont des activités ludiques en même temps, c'est-à-dire voilà, qui font des recettes de cuisine en même temps. Il y a ce type de choses. Il y a des jeux qui sont organisés et qui peuvent être faits pendant 1 heure, 3/4 d'heure. Alors, c'est plutôt en fin de journée que ça s'organise. Il y a un point sur les victoires, sur célébrer les victoires. Alors, c'est un sujet qui est pour moi important. Effectivement, vous avez tous dans vos organisations, j'imagine, beaucoup de valeurs qui sont proches de l'identité de chacune de vos équipes ou vos organisations. Dans ce type de réunion, c'est de profiter, si vous avez vu un exemple d'un collaborateur ou une collaboratrice qui a fait quelque chose qui est vraiment en ligne avec les valeurs de la société, d'en parler, de donner des exemples concrets constamment, des hommes et des femmes qui travaillent avec vous et qui démontrent les valeurs de votre société. Il faut vraiment l'exposer en montrant l'impact que ça a eu sur vous. Ça, c'est le feedback positif, mais aussi sur le reste de l'organisation. N'hésitez pas à partager ces histoires. Moi, je vais peut-être intervenir rapidement sur les petites célébrations parce que je pense que je fais peut-être exception dans la liste. J'ai jamais été très grand fan des petites célébrations comme ça. J'ai toujours trouvé que c'était, je sais pas, un peu hypocrite, un peu comme les Amazing qu'on a aux États-Unis pour un oui ou pour un non. Et ça m'a toujours un peu gêné personnellement, mais c'est ma façon d'être peut-être. Par contre, j'estime que quand on rejoint une équipe, enfin en tout cas c'est l'état d'esprit qu'on a chez nous, c'est la volonté du travail bien fait et que ce travail bien fait, il doit y avoir un feedback dessus. Donc on a des points hebdomadaires où je vois chaque personne en one-to-one. C'est pas des points très vraiment RH, c'est des points un peu plus décontractés où on parle de comment on se sent, etc. Et c'est l'occasion de dire, bah voilà, tu as fait du bon boulot cette semaine, c'était bien, on en est content. Et je formalise aussi quelque chose qui est qu'est-ce que tu as appris cette semaine? Et je pense que, en tout cas, dans mon équipe, c'est comme ça passe beaucoup par l'apprentissage. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de tech. L'épanouissement passe aussi pas mal par le fait d'apprendre des choses, de progresser, de pas avoir l'impression de stagner. Et du coup, de formaliser un peu cet apprentissage et de leur dire, bah voilà, on a appris plein de choses, on a fait des progrès, on a avancé. En plus de, tu as bien fait ton boulot. Et en plus de, par trimestre, nous, on a mis un incentive pour les techs aussi, en disant que sur la satisfaction des clients, selon la note de satisfaction qu'il y avait des clients sur les projets, il y avait des bonus trimestriels qui étaient donnés aussi, pour dire, bah voilà, quand on fait du bon boulot, c'est normal qu'on récupère quelque chose aussi en échange, et on travaille aussi pour de l'argent, donc ça passe aussi par ça. Mais bon, chez nous, ça marche bien. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les organisations. Alors, on dit aussi awesome, pas juste amazing aux États-Unis. Mais ce commentaire sur les célébrations et sur l'aspect culturel, il est évidemment important. C'est pour ça que le point que j'avais évoqué au début de l'intervention, de dire prenez le soin d'appliquer des règles et de les adapter à chacune de vos organisations et de tester. N'hésitez pas à avancer par tâtonnement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres observations? Eric, j'ai une question dans les quelques minutes qui nous restent. Ouais, vas-y. Ok, merci. J'ai une question qui est tout autre. Comment est-ce que vous faites pour compenser l'absence de tableau blanc à distance?
c'est un support commun qui est souvent utile lors des designs techniques, par exemple. On a une solution à mettre en place et on se met d'accord sur la forme qu'elle va prendre. C'est le seul point que j'ai pas réussi à adapter à distance. Et j'avoue que je suis à court d'idées, je sais pas trop comment m'y prendre. Alors sur ça, nous on utilise un petit outil en ligne qui s'appelle draw.io. Ouais. Nous, Et on est- tu as aussi Miro qui est très très bien pour la collaboration. Et là, typiquement, on est tous sur Google Meet. Normalement, il y a une intégration quelque part pour créer. Alors là, je ne le vois pas, mais pour dessiner et partager ça avec tous les collaborateurs, les Jamboard, exactement. Jamboard. Mais du coup, c'est-à-dire que tout le monde a une tablette peut-être pour reproduire le côté. Non, avec l'écran et la souris. Tu dessines sur ton écran et tu vois juste un tableau blanc sur ton écran et tu dessines et c'est partagé avec tout le monde. D'accord. Ce qui est moins pratique, mais qui peut effectivement compenser. Merci. Juste, je rajoute un truc sur la question d'avant, du coup, sur les remerciements et tout ça. Nous, il y avait un truc qu'on a fait aussi, alors c'était au premier confinement, mais c'était pas mal reçu. C'était tout simplement sur Slack, en fin de semaine, le vendredi soir, un des fondateurs ou de l'équipe dirigeante qui envoie un message à tout le monde pour voilà, rappeler les victoires de la semaine, dire merci, passer un bon week-end, et puis on en profitait pour le faire vers 18h30, 19h. Ça marque aussi le côté, par rapport à ce que disait Eric tout à l'heure, de les gars, il est 18h30, 19h, vendredi, on arrête de travailler et on passe en week-end, quoi. C'est le moment d'arrêter de bosser. Donc à la fois, ça montrait le côté, il est vendredi, fin de journée, on arrête, et à la fois, ça permettait de souligner ce qui s'était bien passé pendant la semaine. Et c'était bien reçu. J'adore cet exemple. Merci pour le partager. Il nous reste quelques minutes. Je vais évidemment prêcher pour ma paroisse, mais dans cette période-là, à la fois pour vous et vos collaborateurs, vous n'avez pas besoin d'être seul aussi. C'est pour ça que c'est vrai qu'une organisation comme Sidekick offre du coaching à grande échelle et pas simplement pour vous, mais aussi pour vos collaborateurs et collaboratrices. Et c'est vrai que nous, on a eu une année 2020 assez exceptionnelle là-dessus. On a noté notamment aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis, en Europe, un vrai investissement sur le coaching pour mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs. Et l'un des impacts positifs d'organisations comme Sidekick, mais comme d'autres, c'est de développer une plus grande fluidité de la communication au sein de ces organisations. Beaucoup des sujets qu'on a abordés, c'est des aspects de communication et de relationnel. Et je le dis, je le répète, on a une tendance naturelle, c'est nous, on est des êtres humains à se fabriquer des histoires et à prendre des hypothèses sur les intentions des uns et des autres. Or, si on se juge, nous, sur nos intentions, les autres nous jugent sur nos comportements. Et on a souvent ces décalages. Et ça, ce décalage, il est difficile à capturer, et à travailler, et à modifier, et à changer. Et c'est important que de ce travail soit fait. Et c'est vrai que des organisations comme Sidekick aident véritablement à développer des communications plus ouvertes, plus effectives, plus respectueuses au sein des organisations pour que chacun puisse travailler en bonne entente et en bonne efficacité. Il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas comment, Stéphane, tu veux conclure. Ah si, j'ai un petit truc, si je peux dire. Ah oui. On a fait un truc, on était tellement contents, ça a tellement bien marché. Ça nous a coûté franchement 10 balles par personne. On a envoyé un petit colis avec un t-shirt et 3 stickers et les gens étaient tellement contents. Voilà, parce que comme on ne se voit plus physiquement, et franchement ça coûte vraiment que dalle et voilà, les gens étaient super contents. Il y a pas mal de choses. Il y a une box qui est sortie si vous voulez faire plaisir à vos collaborateurs. Il y a une box qui s'appelle la Futura Box que nous on a envoyé à certains salariés. Ça coûte un peu plus cher que 10 balles pour le coup, c'est 150 € la box. Mais il y a plein de super outils pour travailler de chez soi. Il y a le petit ballon, vous savez, sur lequel on s'assoit, voilà, pour pas tomber. Il y a 2-3 livres intéressants. Je vous enverrai les références si vous souhaitez, c'est pas mal. Ça s'appelle la Futura Box
Et c'est une agence qui s'appelle Future Agency qui propose ça. Donc voilà. Moi, Eric, j'avais juste une question. Je sais qu'il nous reste 2 minutes. Vu que tu habites aux États-Unis depuis pas mal d'années, est-ce que tu vois une différence culturelle entre les États-Unis et la France sur la gestion justement de cette crise au sein des entreprises? Est-ce qu'il y a des différences justement? Est-ce que les boîtes françaises fonctionnent différemment? Je n'ai pas noté de différence massive. J'ai été à la limite assez surpris, positivement surpris. C'est vrai que tout ce qui est dans le domaine du coaching et du développement personnel et professionnel a été l'objet de beaucoup d'investissements dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais en 2020, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont investi. On a des entreprises dans le domaine de la finance, mais aussi des entreprises dans le domaine de la technologie françaises qui ont investi sur ça. Non, je n'ai pas vu de différence significative. Peut-être que d'autres ont des expériences différentes, mais non, je pense que chacun a pris vraiment conscience à quel point le développement de leurs salariés dans cet environnement particulier est fondamental. Et à quel point, effectivement, la communication au sein de l'organisation est fondamentale. Et donc, il y a eu beaucoup d'investissements. C'était une conversation qu'on avait, nous, avec un certain nombre d'investisseurs sur qu'est-ce qui va se passer avec le Covid sur des organisations comme les nôtres. Et bien, en fait, on a une croissance accélérée en 2020 par rapport à 2019. Moi, Eric, il y a un truc que j'ai remarqué, je ne sais pas si tu confirmes ou non, mais je remarque qu'on a un impact incroyable sur nos interlocuteurs en ce moment. Les gens sont en moyenne assez mal, ils vivent pas très bien forcément ce qui se passe, il y a une morosité, et parfois juste en ayant le sourire, en étant optimiste, en ayant des bonnes paroles et des bonnes pensées, finalement, on transforme le quotidien de la personne en face de soi, et on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a un vrai impact sur les gens qui parlent au quotidien tous les jours. C'est ce que tu en penses, Eric? Je suis dans la capitale mondiale du New Age, donc ici, effectivement, on travaille tous sur essayer de développer, ça on peut faire une session là-dessus, c'est comment essayer de développer, de passer d'émotions négatives vers des émotions positives et le faire avec de la gratitude. Alors je sais bien, des fois ici, quand je parle de ça en France, ça fait sourire, mais ici aux États-Unis, effectivement, on se répète assez souvent, on se remercie, on fait des messages de... excusez-moi, c'est les termes anglo-saxons qui me revient, mais I'm grateful constamment. Et ça, les sciences, les neurosciences montrent que ces éléments positifs ont un impact réel sur l'humeur des gens et sur le relationnel. C'est aujourd'hui démontré avec des vrais scanners.